vous savez, ce qui me terrifie vraiment, ce qui me réveille parfois la nuit avec cette sensation d'oppression dans la poitrine, c'est de voir des femmes magnifiques, intelligentes, pleines de vie, se regarder dans le miroir et ne plus se reconnaître, comme si leur propre reflet leur était devenu étranger. Comme si le temps avait volé non seulement leurs années, mais aussi leur essence, leur éclat, cette lumière intérieure qui faisait d'elles des êtres absolument uniques et désirables. Je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, et depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur quête de bien-être. Et croyez-moi, j'ai vu trop de femmes extraordinaires s'éteindre petit à petit, après 60 ans, non pas à cause du temps qui passe, mais à cause de ce qu'elles croient sur le temps qui passe. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous déranger, vous mettre mal à l'aise, mais qui pourrait aussi transformer radicalement votre façon de vivre les prochaines décennies de votre vie. Imaginez cette scène que j'ai observée des centaines de fois dans mon cabinet. Une femme de 58 ans assise face à moi, élégante, cultivée, ayant réussi professionnellement, et qui me dit avec des larmes dans les yeux qu'elle a l'impression d'être devenue invisible, que les hommes ne la regardent plus. Même son propre mari semble davantage intéressé par son téléphone que par elle, que ses enfants adultes la traitent comme une grand-mère alors qu'elle se sent encore tellement jeune à l'intérieur. Elle me raconte comment elle a commencé à éviter les miroirs, comment elle refuse les invitations à des soirées, comment elle préfère rester chez elle plutôt que d'affronter le regard des autres, et surtout comment elle a cessé de prendre soin d'elle parce qu'elle pense que de toute façon le jeu est terminé, la partie est perdue. Cette femme pourrait être vous, pourrait être votre sœur, votre meilleure amie, et la vérité, c'est qu'elle représente des millions de femmes qui ont intériorisé ce mensonge absolument toxique que notre société nous vend depuis toujours, à savoir que la valeur d'une femme diminue avec l'âge. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais que vous devez entendre absolument. Si vous continuez à croire que vieillir signifie devenir moins désirable, moins vivante, moins pertinente, si vous abandonnez ces habitudes essentielles dont je vais vous parler aujourd'hui, vous risquez non seulement de vieillir prématurément sur le plan physique, mais vous risquez surtout de vous enfermer dans une prison mentale dont vous ne sortirez peut-être jamais. Et pendant que vous vous résignez à cette version diminuée de vous-même, pendant que vous renoncez à votre vitalité, à votre sensualité, à votre joie de vivre, d'autres femmes de votre âge qui connaissent ces secrets que je vais partager avec vous rayonnent, séduisent, vivent pleinement, et oui, attirent l'attention et le désir des hommes, y compris peut-être celui qui partage votre vie. Je ne dis pas cela pour vous faire peur gratuitement, je le dis parce que c'est la réalité clinique que j'observe tous les jours dans mon cabinet et dans mes recherches. Avant de continuer et de vous révéler ces 9 habitudes qui peuvent littéralement freiner votre vieillissement après 60 ans, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi et surtout pour vous-même. Si vous sentez que ce message résonne en vous, si vous voulez vraiment reprendre le contrôle de votre vitalité et de votre attractivité, abonnez-vous à cette chaîne maintenant, activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, parce que je vous le promets, ce que je partage ici n'est pas de la psychologie de comptoir ni des conseils de magazines féminins, c'est le fruit de décennies de recherche scientifique, de pratiques cliniques et d'observation de ce qui fonctionne réellement pour maintenir non seulement la santé, mais aussi cette énergie vitale qui rend une personne absolument magnétique à tout âge. Revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui et laissez-moi approfondir ce dont je vous parlais. Le vieillissement n'est pas seulement une question de biologie, c'est aussi et peut-être surtout une question de psychologie, de croyances, d'habitudes quotidiennes qui soit accélèrent, soit ralentissent ce processus. Les recherches en neurosciences et en psychologie positive que j'ai étudiées pendant des années montrent quelque chose d'absolument fascinant, à savoir que notre cerveau, notre corps, notre apparence même répondent de manière spectaculaire à nos habitudes mentales et comportementales. Une femme qui maintient certaines pratiques spécifiques peut littéralement paraître et se sentir 10 ou 15 ans plus jeune qu'une femme du même âge qui ne les applique pas. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science et c'est accessible à toutes. Et voilà le problème, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant pour vous si vous ne faites pas attention.
Chaque jour qui passe sans que vous mettiez en place ces habitudes essentielles est un jour où votre cerveau se câble davantage dans des schémas de vieillissement accéléré, où votre corps s'installe plus profondément dans des patterns de déclin, où votre énergie vitale diminue un peu plus. Et le pire dans tout ça, c'est que ce processus est insidieux, progressif. Vous ne le remarquez pas vraiment jusqu'au jour où vous vous réveillez et vous réalisez que vous êtes devenu cette personne que vous ne vouliez jamais devenir, cette femme résignée, fatiguée, qui a abandonné ses rêves et sa sensualité. Et à ce moment-là, quand vous regardez autour de vous et que vous voyez votre mari ou votre ex-mari tourner son attention vers des femmes plus jeunes, ou pire, vers des femmes de votre âge, qui, elles, ont su maintenir leur vitalité, il sera peut-être trop tard pour inverser facilement le processus. Vous voyez, ce qui se passe dans notre société est particulièrement cruel pour les femmes. On vous a appris depuis l'enfance que votre valeur résidait dans votre jeunesse et votre beauté physique. Et maintenant que vous avez dépassé la cinquantaine ou la soixantaine, on vous fait sentir que vous êtes périmé, dépassé, qu'il est temps de vous mettre en retrait et de laisser la place aux plus jeunes. C'est un mensonge absolument scandaleux et scientifiquement faux. Mais c'est un mensonge tellement répété, tellement ancré dans notre culture que beaucoup de femmes finissent par l'intérioriser complètement. Elles commencent à se comporter comme si elles étaient effectivement finies, elles abandonnent leur apparence, leur sexualité, leurs projets, leurs rêves, et devinez quoi, en se comportant ainsi, elles créent exactement la réalité qu'elles redoutaient. C'est ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. Et c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus destructeurs que je connaisse. Maintenant, imaginez le scénario suivant qui est malheureusement beaucoup plus fréquent que vous ne le pensez. Vous avez peut-être vécu un divorce il y a quelques années, ou peut-être que votre couple bat de l'aile et vous vous dites que de toute façon, à votre âge, il est trop tard pour recommencer, trop tard pour séduire à nouveau, trop tard pour vivre une passion amoureuse. Alors vous vous laissez aller, vous arrêtez de faire attention à vous, vous passez vos soirées devant la télévision avec un paquet de biscuits, vous évitez les situations sociales, vous vous habillez de manière de plus en plus neutre et invisible. Et pendant ce temps, votre ex-mari ou l'homme que vous auriez pu rencontrer, lui rencontre une femme de 55 ou 60 ans qui rayonne, qui prend soin d'elle, qui a gardé cette étincelle dans les yeux, cette énergie vitale qui rend quelqu'un absolument irrésistible. Cette femme connaît les habitudes dont je vais vous parler, elle les applique quotidiennement et résultat, elle attire naturellement l'attention, le désir, l'amour pendant que vous restez seul à vous demander pourquoi la vie est si injuste. Et ça ne s'arrête pas là parce que le vieillissement accéléré ne concerne pas seulement votre apparence ou votre capacité à séduire, il concerne votre santé globale, votre énergie, votre joie de vivre, votre capacité à profiter de ces années qui devraient être parmi les plus belles de votre vie. Les femmes qui ne mettent pas en place ces habitudes essentielles développent statistiquement beaucoup plus de problèmes de santé, de dépression, d'isolement social, de perte de sens. Elles deviennent un fardeau pour leurs enfants alors qu'elles pourraient être des modèles inspirants. Elles passent leur dernière décennie dans la frustration et le regret alors qu'elles pourraient les vivre dans la plénitude et la vitalité. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que tout cela est évitable, absolument évitable, si seulement elles connaissaient et appliquaient ces 9 habitudes fondamentales. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une patiente que j'ai suivie pendant plusieurs années et dont le parcours illustre parfaitement ce dont je vous parle. Marie est venue me voir à 57 ans, en pleine dépression, après son divorce. Elle me disait qu'elle se sentait vieille, moche, finie, que plus aucun homme ne s'intéresserait jamais à elle, qu'elle allait finir ses jours seule avec ses chats. Son ex-mari, lui, avait déjà refait sa vie avec une femme plus jeune, ce qui ne faisait que renforcer ses croyances négatives. Marie avait pris 15 kilos, elle ne se maquillait plus, elle s'habillait avec des vêtements informes, elle évitait tout contact social. Quand je l'ai rencontrée, j'ai tout de suite vu une femme qui s'était complètement abandonnée, qui avait intériorisé ce discours toxique sur le vieillissement féminin. Mais j'ai aussi vu, sous cette carapace de résignation, une femme intelligente, sensible, pleine de potentiel dont je vais vous parler et je vous assure que la transformation a été spectaculaire.
3 ans plus tard, Marie rayonne, elle a retrouvé sa silhouette, son énergie, sa confiance en elle. Et oui, elle a rencontré un homme merveilleux qui l'adore et qui me dit régulièrement qu'il n'arrive pas à croire qu'elle ait 60 ans tellement elle est vivante et désirable. Alors, vous vous demandez sûrement quelles sont ces fameuses 9 habitudes qui peuvent produire une telle transformation. Avant de vous les révéler, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ces habitudes ne sont pas des trucs superficiels, ce ne sont pas des astuces cosmétiques ou des régimes à la mode. Ce sont des pratiques profondément ancrées dans la recherche scientifique sur le vieillissement, la neuroplasticité, la psychologie positive et l'approche de pleine conscience que chacune de ces habitudes agit sur plusieurs niveaux simultanément, le physique, le mental, l'émotionnel, le relationnel, créant ainsi un effet synergique qui peut littéralement transformer votre expérience du vieillissement. La première habitude fondamentale dont je veux vous parler concerne votre relation à votre propre corps et c'est quelque chose que la plupart des femmes de votre génération ont complètement perdu. Il s'agit de maintenir une pratique quotidienne de mouvement conscient. Et je ne parle pas ici de vous inscrire à une salle de sport pour faire des exercices épuisants que vous détestez et que vous abandonnerez au bout de 3 semaines. Je parle d'une pratique douce, régulière, consciente, qui reconnecte votre esprit à votre corps, qui vous fait sentir vivante dans votre chair. Cela peut être du yoga, de la marche méditative, de la danse dans votre salon, du tai chi, du qigong, peu importe la forme exacte. Ce qui compte, c'est que vous bougez votre corps tous les jours avec attention et bienveillance. Les recherches montrent que les femmes qui maintiennent cette pratique ont une meilleure posture, une meilleure circulation, une peau plus éclatante, moins de douleurs chroniques et surtout elles habitent leur corps au lieu de le subir. Quand vous habitez votre corps, quand vous le sentez de l'intérieur, vous dégagez une présence, une sensualité naturelle qui n'a rien à voir avec l'âge et tout à voir avec cette connexion corps-esprit. Les hommes sentent cette différence, ils sont attirés par cette femme qui est pleinement présente dans son corps, même à 60 ans, plutôt que par une femme de 30 ans qui est déconnectée d'elle-même. La deuxième habitude essentielle concerne votre alimentation, mais encore une fois, pas de la manière dont vous l'imaginez probablement. Je ne vais pas vous donner une liste d'aliments interdits ou vous proposer le énième régime miracle. Ce que les recherches montrent clairement, c'est que les femmes qui vieillissent le mieux sont celles qui ont développé une relation consciente et bienveillante avec la nourriture. Elles mangent quand elles ont faim, elles s'arrêtent quand elles sont rassasiées, elles savourent vraiment leurs aliments au lieu de manger mécaniquement devant un écran. Elles choisissent majoritairement des aliments vivants, colorés, nutritifs, non pas par obligation ou culpabilité, mais parce qu'elles ont appris à ressentir comment ces aliments leur font du bien. Cette approche de pleine conscience alimentaire transforme complètement votre métabolisme, votre poids, votre énergie, votre peau, votre clarté mentale et surtout elle vous libère de cette guerre épuisante contre votre corps et la nourriture que tant de femmes mènent depuis l'adolescence. Quand vous êtes en paix avec votre alimentation, quand vous nourrissez votre corps avec amour et attention, cela se voit, cela se sent, vous rayonnez d'une vitalité que tous les cosmétiques du monde ne peuvent pas reproduire. Savez-vous ce qui différencie vraiment une femme de 60 ans qui paraît 50 de celle qui en paraît 75 ? Ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la chirurgie esthétique, c'est avant tout son état d'esprit et ses habitudes quotidiennes. Et je vais vous révéler maintenant des éléments qui vont peut-être vous surprendre, mais qui sont absolument cruciaux. La troisième habitude dont je veux vous parler concerne quelque chose que notre société moderne a presque complètement détruit et c'est votre capacité à être vraiment présente ici et maintenant dans l'instant présent. Je sais que cela peut sembler abstrait ou un peu mystique, mais laissez-moi vous expliquer très concrètement de quoi je parle. La plupart des femmes que je rencontre vivent soit dans le passé, ressassant leurs regrets et leur nostalgie, soit dans le futur, s'inquiétant de ce qui pourrait arriver, de leur santé qui va décliner, de leur mort qui approche. Cette rumination constante, ce vagabondage mental permanent est l'un des facteurs les plus puissants de vieillissement accéléré. Pourquoi ? Parce qu'il génère un stress chronique qui littéralement
raccourcit vos télomères, accélère tous les processus de dégradation, mais surtout, il vous vole votre vie. Quand vous êtes constamment ailleurs, mentalement, vous n'êtes pas vraiment vivante, vous passez à côté de la beauté du moment présent, vous ne voyez pas le sourire de votre petit-fils, vous ne sentez pas la douceur du soleil sur votre peau, vous ne goûtez pas vraiment votre café du matin. La pratique de la pleine conscience, que j'enseigne et pratique moi-même quotidiennement, consiste simplement à ramener votre attention encore et encore au moment présent, à ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Cela peut être aussi simple que de prendre 3 respirations conscientes plusieurs fois par jour, de vraiment sentir l'eau chaude sur votre peau quand vous vous douchez, de regarder vraiment les arbres quand vous marchez, au lieu de ruminer vos pensées. Cette pratique transforme littéralement votre cerveau, crée de nouvelles connexions neuronales, réduit le stress, améliore votre humeur et vous rend tellement plus présente et vivante que les gens sont naturellement attirés par vous. La 4e habitude essentielle concerne votre vie sociale et relationnelle et c'est quelque chose que beaucoup de femmes négligent complètement après un certain âge, souvent par peur du jugement ou par résignation. Les recherches sont absolument formelles sur ce point. L'isolement social est l'un des facteurs les plus puissants de vieillissement prématuré et de mortalité précoce. Les femmes qui maintiennent des relations sociales riches et authentiques vivent plus longtemps, en meilleure santé et surtout avec beaucoup plus de joie et de sens. Mais attention, je ne parle pas ici d'accumuler des amis sur Facebook ou de participer à des réunions sociales superficielles qui vous épuisent. Je parle de cultiver quelques relations vraiment profondes, authentiques, où vous pouvez être vous-même, partager vos vulnérabilités, rire, pleurer, vous sentir vraiment vue et comprise. Je parle aussi de continuer à créer de nouvelles connexions, à rencontrer de nouvelles personnes, à rester curieuse du monde et des autres. Trop de femmes se replient sur elles-mêmes après 60 ans, elles gardent le même petit cercle d'amis avec qui elles ressassent les mêmes conversations, elles arrêtent de sortir de leur zone de confort. Cette stagnation sociale est mortelle pour votre vitalité. Vous devez continuer à vous exposer à la nouveauté, à l'imprévu, aux rencontres, même si cela vous fait un peu peur. C'est cette ouverture au monde qui maintient votre cerveau jeune et qui fait de vous une personne intéressante et attractive. La 5e habitude dont je veux absolument vous parler concerne quelque chose que notre culture a rendu presque tabou pour les femmes de votre âge, et c'est votre sexualité. Oui, je vais parler de sexe et non, je ne vais pas m'excuser de le faire parce que votre vie sexuelle est absolument fondamentale pour votre vitalité globale, que cela plaise ou non aux conventions sociales. La réalité scientifique est très claire. Les femmes qui maintiennent une vie sexuelle active et satisfaisante après 60 ans ont une meilleure santé cardiovasculaire, un meilleur équilibre hormonal, une meilleure humeur, une meilleure estime d'elles-mêmes et oui, elles paraissent plus jeunes. La sexualité n'est pas réservée aux jeunes, c'est une force vitale qui vous accompagne toute votre vie si vous ne la laissez pas s'éteindre. Mais voilà le problème, beaucoup de femmes de votre génération ont intériorisé l'idée qu'après la ménopause, après un certain âge, la sexualité n'est plus pour elles, que ce serait ridicule ou inapproprié de continuer à se sentir désirante et désirable. C'est un mensonge absolument toxique qui vous coupe d'une source majeure de vitalité et de joie. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous devez maintenir une connexion avec votre énergie sexuelle, avec votre sensualité. Cela peut passer par l'intimité avec un partenaire, mais aussi par l'auto-érotisme, par des pratiques corporelles sensuelles, par le fait de continuer à vous sentir belle et désirable. Quand vous abandonnez cette dimension de vous-même, vous vous amputez d'une partie essentielle de votre humanité et croyez-moi, cela se voit, cela se sent. Vous perdez cet éclat, cette vibrance qui rend une femme magnétique. Maintenant, je veux vous parler de la 6e habitude qui est absolument cruciale et que presque personne ne mentionne jamais quand on parle de bien vieillir. Il s'agit de maintenir une vie intellectuelle, active et stimulante. Votre cerveau est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. Et cette atrophie cognitive est l'un des aspects les plus tristes et les plus évitables du vieillissement. Les femmes qui continuent à apprendre, à lire, à s'intéresser à de nouvelles choses, à discuter d'idées, à remettre en question leurs certitudes, maintiennent une plasticité cérébrale remarquable même à un âge très avancé.
Mais trop de femmes, une fois à la retraite ou une fois que leurs enfants sont partis, s'installent dans une routine intellectuelle mortellement ennuyeuse. Elles regardent les mêmes émissions de télévision insipides, elles lisent les mêmes magazines People, elles ont les mêmes conversations superficielles et leur cerveau s'éteint. C'est tragique parce que vous avez maintenant le temps et souvent les moyens de vraiment explorer des sujets qui vous passionnent, d'apprendre cette langue que vous avez toujours voulu parler, de suivre ce cours d'histoire de l'art qui vous intéresse, de lire ces grands classiques que vous n'avez jamais eu le temps de découvrir. Une femme qui continue à nourrir son esprit, qui a des choses intéressantes à dire, qui est curieuse du monde, est infiniment plus attractive et vivante qu'une femme physiquement plus jeune, mais intellectuellement endormie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de séduction d'une intelligence vive et d'une curiosité authentique. La 7e habitude essentielle concerne votre relation à la nature et à la beauté du monde, et c'est quelque chose que notre mode de vie moderne nous a fait perdre presque complètement. Les recherches en psychologie environnementale montrent que le contact régulier avec la nature a des effets spectaculaires sur notre santé physique et mentale, notre niveau de stress, notre humeur, notre créativité, notre sentiment de connexion et de sens. Mais au-delà de ces bénéfices mesurables, il y a quelque chose de plus profond et de plus essentiel. Quand vous passez du temps dans la nature, quand vous observez vraiment un coucher de soleil, quand vous sentez le vent sur votre visage, vous vous reconnectez à quelque chose de plus grand que vos petits soucis quotidiens, vous sortez de votre tête et de vos ruminations, vous vous sentez partie d'un tout vivant et magnifique. Cette expérience de connexion et d'émerveillement est un antidote puissant contre le sentiment d'isolement et de perte de sens qui accompagne souvent le vieillissement. Les femmes qui maintiennent cette connexion à la nature et à la beauté rayonnent d'une sérénité et d'une profondeur qui les rend absolument magnétiques. Elles ont cette capacité à s'émerveiller, à voir la beauté dans les petites choses. Et cette qualité d'être est infiniment plus précieuse que n'importe quelle jeunesse physique. Vous commencez à comprendre que ces habitudes ne sont pas des trucs superficiels, mais des pratiques profondes qui transforment votre manière d'être au monde. Et il nous reste encore 2 habitudes absolument essentielles dont je veux vous parler. La 8e habitude concerne quelque chose de fondamental que beaucoup de femmes perdent complètement après un certain âge, et c'est leur sens du but, leur raison de se lever le matin, ce que les Japonais appellent si magnifiquement l'ikigai. Les recherches sur le vieillissement réussi montrent de manière absolument claire que les personnes qui ont un sens du but, qui se sentent utiles, qui ont des projets et des rêves, vivent non seulement plus longtemps, mais surtout beaucoup mieux. Le problème, c'est que notre société ne donne aucun rôle valorisant aux femmes après un certain âge. On vous dit que vous avez élevé vos enfants, que vous avez fait votre carrière et maintenant il est temps de vous retirer, de vous mettre en retrait, de laisser la place aux autres. Beaucoup de femmes intériorisent ce message et tombent dans une sorte de vide existentiel après la retraite ou après le départ des enfants. Elles n'ont plus de raison de se lever le matin, plus de projets qui les enthousiasment, plus de rêves à poursuivre. Et ce vide existentiel est absolument dévastateur pour votre vitalité. Vous devez absolument trouver ou créer un nouveau sens à votre vie, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous permet de sentir que vous contribuez encore, que vous êtes utile, que votre vie a un sens. Cela peut être un projet créatif, une activité bénévole, la transmission de vos compétences, l'écriture de vos mémoires, la création d'une petite entreprise, peu importe la forme exacte, ce qui compte, c'est que vous ayez quelque chose qui vous porte, qui vous donne de l'élan. Les femmes qui ont ce sens du but rayonnent d'une énergie et d'une présence qui les rend absolument irrésistibles parce qu'elles sont habitées, parce qu'elles ont quelque chose à offrir au monde. Et maintenant, nous arrivons à la 9e et dernière habitude, celle qui en réalité sous-tend toutes les autres et qui est probablement la plus importante de toutes. Il s'agit de cultiver une relation de bienveillance et de compassion envers vous-même.
Je sais que cela peut sembler un peu vague ou un peu psychologique, mais laissez-moi vous expliquer très concrètement ce que cela signifie et pourquoi c'est absolument crucial. La plupart des femmes que je rencontre ont une voix intérieure d'une cruauté absolument épouvantable. Elles se parlent à elles-mêmes d'une manière qu'elles n'oseraient jamais utiliser avec leur pire ennemi. Elles se critiquent constamment, elles se jugent sans pitié, elles se comparent aux autres et se trouvent toujours insuffisantes. Elles ruminent leurs erreurs et leurs regrets, elles se sentent coupables pour tout et pour rien. Cette violence psychologique que vous vous infligez à vous-même est l'un des facteurs les plus puissants de vieillissement accéléré et de malheur. Elle génère un stress chronique, elle détruit votre estime de vous-même, elle vous enferme dans des schémas négatifs, elle vous empêche de prendre soin de vous et de faire les choix qui seraient bons pour vous. La pratique de l'autocompassion que j'enseigne dans le cadre de la pleine conscience consiste à apprendre à vous traiter vous-même avec la même gentillesse, la même compréhension, la même bienveillance que vous auriez envers une amie chère qui traverse des difficultés. Quand vous faites une erreur, au lieu de vous flageller, vous vous dites que c'est humain de faire des erreurs, que vous faites de votre mieux avec les ressources que vous avez. Quand vous regardez votre corps vieillissant dans le miroir, au lieu de vous dégoûter, vous remerciez ce corps pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour tous les endroits où il vous a porté, pour tous les plaisirs qu'il vous a donnés. Cette transformation de votre dialogue intérieur change absolument tout. Elle vous libère d'une souffrance inutile, elle vous permet de faire des choix plus sains, elle vous rend tellement plus sereine et présente que les gens sont naturellement attirés par vous. Maintenant que je vous ai révélé ces 9 habitudes essentielles, je veux que nous prenions un moment pour vraiment intégrer ce que cela signifie pour vous, pour votre vie, pour votre avenir. Parce que voyez-vous, ces habitudes ne sont pas des trucs que vous allez essayer pendant une semaine et puis abandonner quand vous ne verrez pas de résultats immédiats. Ce sont des pratiques de vie, des manières d'être au monde qui demandent de la patience, de la persévérance, de la bienveillance envers vous-même quand vous oubliez ou quand vous rechutez dans vos anciens schémas. Le changement profond prend du temps, il ne se fait pas en ligne droite, il y a des hauts et des bas, des moments de découragement et des moments de grâce. Mais ce que je peux vous promettre, après avoir accompagner des centaines de femmes dans cette transformation, c'est que si vous vous engagez vraiment dans ces pratiques, si vous les intégrez progressivement dans votre vie quotidienne, vous verrez des changements spectaculaires, non seulement dans votre apparence physique, mais surtout dans votre énergie, votre joie de vivre, votre sentiment de vous sentir vivante et désirable. Laissez-moi vous raconter une autre histoire qui illustre parfaitement ce dont je vous parle. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme que j'appellerais Françoise, qui avait 63 ans et qui était venue me voir parce qu'elle se sentait complètement perdue après la mort de son mari. Pendant 40 ans, elle avait défini son identité uniquement à travers son rôle d'épouse et de mère. Et maintenant que ses enfants étaient partis et que son mari était décédé, elle ne savait littéralement plus qui elle était. Elle me disait qu'elle avait l'impression d'être devenue invisible, que plus personne ne la voyait vraiment, qu'elle n'avait plus aucune raison de se lever le matin. Son médecin lui avait prescrit des antidépresseurs, mais elle sentait bien que ce n'était pas la solution, que son problème n'était pas chimique mais existentiel. Ensemble, nous avons travaillé sur ces 9 habitudes, une par une, sans précipitation, en respectant son rythme. Mais au début, c'était difficile pour elle, elle résistait, elle trouvait des excuses, elle retombait dans ses anciens schémas. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Elle a commencé à marcher tous les matins dans le parc près de chez elle, en pratiquant la pleine conscience, en observant vraiment les arbres et les oiseaux au lieu de ruminer ses pensées. Elle s'est inscrite à un cours de peinture, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'elle s'était interdit parce qu'elle pensait ne pas avoir de talent. Elle a rejoint un groupe de bénévoles qui accompagnent des personnes âgées isolées, ce qui lui a donné un sentiment d'utilité et de connexion. Elle a commencé à méditer 10 minutes tous les matins, à manger de manière plus consciente, à prendre vraiment soin de son corps. Et progressivement, sur plusieurs mois, j'ai vu cette femme se transformer littéralement sous mes yeux.
Son visage s'est éclairé, sa posture s'est redressée, son regard a retrouvé cet éclat qu'elle avait perdu, mais surtout elle a retrouvé cette joie de vivre, ce sentiment d'être vivante et présente au monde. Aujourd'hui, à 68 ans, Françoise rayonne, elle a une vie sociale riche, elle peint régulièrement et expose même ses œuvres. Elle a rencontré un compagnon avec qui elle partage une belle complicité et elle me dit régulièrement qu'elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Ce n'est pas un cas isolé, c'est quelque chose que j'ai vu se reproduire encore et encore avec les femmes qui s'engagent vraiment dans ces pratiques. Mais maintenant, je veux vous parler de quelque chose d'important, de l'obstacle principal qui empêche la plupart des femmes de mettre en place ces habitudes transformatrices. Cet obstacle, ce ne sont pas les circonstances extérieures, ce n'est pas le manque de temps ou d'argent, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et insidieux. C'est la croyance que vous ne le méritez pas, que c'est trop tard pour vous, que vous n'êtes pas assez forte ou disciplinée pour changer, que de toute façon ça ne marchera pas pour vous, même si ça marche pour les autres. Cette croyance limitante est le véritable ennemi, c'est elle qui vous maintient prisonnière de vos anciens schémas, c'est elle qui vous empêche de prendre soin de vous donner la priorité, de faire les choix qui seraient bons pour vous. Et d'où vient cette croyance? Elle vient de toutes ces années où on vous a appris que votre valeur résidait dans votre capacité à servir les autres, à vous sacrifier pour votre famille, à mettre vos propres besoins en dernier. Elle vient de cette culture qui vous a fait sentir que prendre soin de vous faire plaisir, vous donner la priorité, c'était de l'égoïsme. C'est un mensonge absolument toxique qui a détruit la vie de millions de femmes. Prendre soin de vous n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité, c'est même un acte d'amour envers les autres parce que vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous avez vous-même, vous ne pouvez rayonner que si votre propre lumière est allumée. Alors je veux que vous fassiez quelque chose pour moi maintenant, quelque chose de très simple mais de très puissant. Je veux que vous posiez votre main sur votre cœur, que vous preniez une grande respiration et que vous vous disiez à vous-même à voix haute, si possible, je mérite de prendre soin de moi, je mérite d'être heureuse, je mérite de me sentir vivante et désirable, peu importe mon âge. Dites-le plusieurs fois, sentez vraiment ces mots résonner en vous. Au début, ça va peut-être vous sembler bizarre ou faux parce que ça va à l'encontre de toutes ces années de conditionnement, mais c'est justement pour ça que c'est important de le faire. Vous devez reprogrammer ces croyances limitantes. Vous devez créer de nouveaux circuits neuronaux qui soutiennent votre bien-être au lieu de le saboter. Et cette reprogrammation se fait par la répétition, par le fait de vous dire encore et encore ces vérités bienveillantes jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi automatiques que les anciennes croyances négatives. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est peut-être en train de se passer dans votre tête en ce moment même. Vous êtes peut-être en train de vous dire que tout ça c'est bien beau, que ces histoires de Marie et François sont inspirantes, mais que vous êtes différente, que votre situation est plus compliquée, que vous avez des contraintes que les autres n'ont pas, que c'est trop difficile de changer à votre âge. Je connais ces résistances, je les entends tous les jours dans mon cabinet et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger, mais que vous devez entendre. Ces résistances, ces excuses, c'est votre peur qui parle, c'est votre ego qui essaye de vous maintenir dans votre zone de confort, même si cette zone de confort est en réalité une zone de souffrance. Parce que, voyez-vous, changer fait peur, sortir de ses habitudes fait peur, même quand ces habitudes nous rendent malheureuses. Il y a une partie de vous qui préfère la souffrance familière à l'incertitude du changement. Mais je vais vous poser une question très directe. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous regarderez en arrière, qu'est-ce que vous regretterez le plus? D'avoir essayé et peut-être échoué, ou de ne même pas avoir essayé, de vous être résigné, d'avoir abandonné sans même vous donner une chance. Je peux vous dire par expérience que les regrets les plus douloureux ne sont jamais ceux des choses qu'on a faites, mais ceux des choses qu'on n'a pas osé faire, des risques qu'on n'a pas pris, des rêves qu'on a abandonnés par peur ou par résignation. Et puis, il y a une autre dimension dont je veux absolument vous parler, une dimension qui concerne non seulement vous, mais aussi toutes les femmes autour de vous, vos filles, vos petites filles, vos amis.
Quand vous choisissez de vous résigner au vieillissement, quand vous acceptez ce discours toxique qui dit que les femmes, après un certain âge, n'ont plus de valeur, vous ne faites pas que vous nuire à vous-même, vous perpétuez aussi ce système oppressif pour toutes les femmes qui viendront après vous. Mais quand vous choisissez de rayonner, de prendre soin de vous, de rester vivante et désirable à 60 ans, et au-delà, vous devenez un modèle inspirant, vous montrez à toutes ces jeunes femmes qui ont peur de vieillir qu'il y a une autre voie possible. Vous contribuez à changer cette culture qui méprise les femmes âgées. C'est un acte de résistance, un acte politique au sens noble du terme. C'est une manière de dire au monde que les femmes ne sont pas des objets décoratifs qui perdent leur valeur avec l'âge, mais des êtres humains complets dont la valeur, la beauté, la désirabilité peuvent même augmenter avec les années si elles cultivent les bonnes habitudes. Maintenant, je vais approfondir chacune de ces 9 habitudes pour vous donner des outils très concrets, très pratiques que vous pouvez commencer à mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant. Parce que le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est cette minute précise où vous êtes en train de m'écouter. Reprenons la première habitude, celle du mouvement conscient. Comment concrètement mettre cela en place dans votre vie? D'abord, oubliez l'idée que vous devez vous inscrire à une salle de sport et faire des exercices intenses pendant 1 heure tous les jours. C'est une recette pour l'échec parce que c'est trop ambitieux, trop éloigné de vos habitudes actuelles et surtout parce que ça transforme le mouvement en corvée au lieu d'en faire un plaisir. Commencez petit, ridiculement petit même. Commencez par 5 minutes de mouvement conscient tous les matins. Ça peut être aussi simple que de vous étirer doucement en portant vraiment attention aux sensations dans votre corps ou de faire quelques mouvements de yoga très basiques que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet ou simplement de danser sur une chanson que vous aimez. L'important, c'est la régularité et la conscience, pas l'intensité. Faites ces 5 minutes tous les jours pendant 2 semaines et ensuite seulement, si vous en avez envie, augmentez progressivement. Vous verrez que très rapidement, votre corps va commencer à réclamer ce moment de mouvement, vous allez sentir la différence quand vous le sautez. Et progressivement, vous pouvez ajouter une marche de 20 ou 30 minutes plusieurs fois par semaine, mais encore une fois, une marche consciente où vous êtes vraiment présente à vos sensations, à votre respiration, à ce qui vous entoure. Pas une marche où vous êtes perdu dans vos ruminations mentales. Cette pratique va transformer votre posture, votre énergie, votre connexion à votre corps et croyez-moi, les gens vont le remarquer. Pour la deuxième habitude, celle de l'alimentation consciente, là aussi, je veux vous donner des outils très concrets. La prochaine fois que vous mangez, je veux que vous fassiez une expérience très simple. Éteignez tous les écrans, asseyez-vous vraiment, regardez votre assiette, sentez les odeurs et mangez lentement, très lentement, en mâchant vraiment chaque bouchée, en portant attention aux textures, aux saveurs, aux sensations dans votre bouche. Faites cela ne serait-ce que pour les 5 premières bouchées de votre repas. Vous allez découvrir quelque chose d'étonnant, vous allez réaliser que la plupart du temps, vous mangez de manière complètement mécanique, sans même goûter vraiment votre nourriture. Cette simple pratique de manger consciemment va progressivement transformer votre relation à la nourriture. Vous allez naturellement commencer à manger moins parce que vous allez sentir plus rapidement votre satiété. Vous allez naturellement avoir envie d'aliments plus sains parce que vous allez sentir comment ils vous font du bien. Vous allez sortir de ce cycle infernal de régime et de culpabilité pour entrer dans une relation apaisée et bienveillante avec la nourriture. Et ça aussi, ça va se voir sur votre corps, sur votre peau, sur votre énergie. Pour la troisième habitude, celle de la pleine conscience et de la présence à l'instant. Je vais vous donner une pratique extrêmement simple que j'enseigne à tous mes patients et qui a des effets spectaculaires si vous la faites régulièrement. Ça s'appelle la pratique des 3 respirations conscientes. Plusieurs fois par jour, idéalement, à des moments que vous définissez à l'avance, par exemple quand vous vous réveillez, avant chaque repas, avant de vous coucher, vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, vous fermez les yeux si possible et vous portez toute votre attention sur 3 respirations complètes. Vous sentez l'air qui entre par vos narines, qui descend dans vos poumons, qui ressort. Juste 3 respirations, ça prend même pas 1 minute. Mais cette minute de présence totale va créer une coupure dans le flot incessant de vos pensées, de vos préoccupations, va vous ramener à l'ici et maintenant va calmer votre système nerveux,
Si vous faites ça 5 ou 6 fois par jour, vous allez accumuler 5 ou 6 minutes de vraie présence et progressivement, cette qualité de présence va commencer à infuser le reste de votre journée. Vous allez devenir plus calme, plus centré, moins réactif, plus capable de savourer les petits plaisirs de la vie. Et cette transformation intérieure va rayonner à l'extérieur, les gens vont sentir cette qualité de présence en vous et vont être naturellement attirés. Pour la 4e habitude, celle de la vie sociale et relationnelle, je veux que vous fassiez quelque chose qui va peut-être vous sembler difficile, mais qui est absolument essentiel. Je veux que vous fassiez l'inventaire de vos relations actuelles et que vous vous posiez honnêtement la question est-ce que ces relations me nourrissent ou me drainent ? Est-ce que je peux être authentique avec ces personnes ou est-ce que je dois porter un masque? Est-ce que ces relations m'élèvent ou me tirent vers le bas? Soyez honnête et ayez le courage de vous éloigner progressivement des relations toxiques ou superficielles qui vous épuisent. Même si ces personnes font partie de votre vie depuis longtemps, vous n'avez plus le temps ni l'énergie à gaspiller dans des relations qui ne vous font pas du bien. Et en même temps, faites l'effort de cultiver les relations qui vous nourrissent vraiment. Appelez cet ami avec qui vous pouvez parler de tout, organiser un dîner avec ces personnes qui vous font rire et vous sentir vivante. Et surtout, sortez de votre zone de confort, inscrivez-vous à une activité qui vous intéresse, où vous allez rencontrer de nouvelles personnes, dites oui à cette invitation qui vous fait un peu peur, osez créer de nouvelles connexions, c'est dans la nouveauté et l'imprévu que la vie se renouvelle. Pour la 5e habitude, celle de votre vie sexuelle et sensuelle, je sais que c'est un sujet délicat pour beaucoup de femmes de votre génération, mais c'est tellement important que je ne peux pas le passer sous silence. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous devez maintenir une connexion avec votre corps sensuel et sexuel. Si vous êtes en couple et que votre vie sexuelle s'est éteinte, il est temps d'avoir une conversation honnête avec votre partenaire, de consulter peut-être un thérapeute de couple, de réinventer votre intimité. Si vous êtes célibataire, ne vous résignez pas à l'idée que cette partie de votre vie est terminée. Continuez à vous sentir désirable, à prendre soin de votre apparence, non pas pour plaire aux autres, mais pour vous sentir bien vous-même, à explorer votre sensualité à travers la danse, le massage, l'auto-érotisme. Cette énergie vitale est une force puissante qui vous maintient vivante et attractive. Ne la laissez pas s'éteindre par résignation ou par honte. Vous voyez, chacune de ces habitudes est comme un fil et quand vous les tissez ensemble, elles créent une tapisserie magnifique qui est votre vie, une vie pleine de vitalité, de sens, de beauté, de connexion. Mais je dois être honnête avec vous, ce n'est pas facile, ça demande de l'engagement, de la discipline, de la bienveillance envers vous-même quand vous échouez. Et vous allez échouer, vous allez oublier, vous allez rechuter dans vos anciens schémas, c'est normal, c'est humain, ça fait partie du processus. Laissez-moi maintenant approfondir les 4 dernières habitudes avec la même précision pratique. La 6e habitude concernait votre vie intellectuelle et votre curiosité. Concrètement, comment cultiver cela ? Commencez par identifier un sujet qui vous a toujours intéressé, mais que vous n'avez jamais pris le temps d'explorer vraiment. Ça peut être l'histoire, la philosophie, l'astronomie, la psychologie, la littérature, peu importe. Engagez-vous à consacrer ne serait-ce que 15 minutes par jour à l'apprentissage de ce sujet. Lisez un chapitre d'un livre, regardez une conférence en ligne, écoutez un podcast. Vous serez étonné de voir à quel point ces 15 minutes quotidiennes vont s'accumuler et transformer votre niveau de connaissance et surtout votre sentiment d'être intellectuellement vivante. Ensuite, cherchez des opportunités de discuter de ces sujets avec d'autres, rejoignez un club de lecture, participez à des conférences, engagez des conversations profondes avec vos amis. Votre cerveau a besoin de cette stimulation pour rester plastique et jeune et vous avez besoin de cette richesse intellectuelle pour vous sentir intéressante et intéressée par le monde. La 7e habitude concernait votre connexion à la nature et à la beauté. Là aussi, soyons très concrets. Je veux que vous vous engagiez à passer au moins 20 minutes par jour dehors, dans la nature si possible, même si c'est juste dans un parc urbain. Et pendant ces 20 minutes, pratiquez ce que j'appelle l'attention contemplative. Au lieu de marcher en rumiant vos pensées, ouvrez vraiment vos sens à ce qui vous entoure. Regardez vraiment les arbres, les nuages, les oiseaux.
Écoutez les sons de la nature, sentez l'air sur votre peau, touchez l'écorce d'un arbre. Cette pratique très simple va vous reconnecter à quelque chose de plus grand que vos préoccupations personnelles, va vous donner une perspective à nourrir votre âme d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Et si vous pouvez, organiser régulièrement des sorties plus longues dans la nature, des randonnées, des week-ends à la campagne ou à la mer. Ces immersions plus profondes ont des effets régénérants absolument spectaculaires sur votre santé physique et mentale. La 8e habitude concernait votre sens du but et votre ikigai. C'est peut-être la plus difficile à mettre en place parce qu'elle demande une vraie réflexion sur qui vous êtes et ce qui donne du sens à votre vie. Je veux que vous preniez un moment, peut-être ce week-end, pour vous asseoir au calme avec un carnet et réfléchir à ces questions. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que je fais? Où je perds la notion du temps tellement je suis absorbé? Quelles sont mes valeurs profondes? Comment est-ce que je veux contribuer au monde? Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Ne cherchez pas des réponses grandioses ou spectaculaires. Cherchez ce qui résonne authentiquement en vous. Peut-être que votre ikigai, c'est de transmettre votre savoir-faire à la génération suivante. Peut-être que c'est de créer de la beauté à travers l'art ou le jardinage. Peut-être que c'est d'aider les autres à travers le bénévolat. Peut-être que c'est d'écrire l'histoire de votre famille pour vos petits-enfants. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui vous donne une raison de vous lever le matin, qui vous fait sentir utile et connecté à quelque chose de plus grand que vous. Et enfin, la 9e habitude, celle de l'autocompassion et de la bienveillance envers vous-même. C'est peut-être la plus importante de toutes parce qu'elle conditionne toutes les autres. Si vous êtes dur et critique envers vous-même, vous n'aurez jamais la motivation et l'énergie nécessaires pour mettre en place les autres habitudes. Alors voici une pratique très concrète que je veux que vous commenciez dès aujourd'hui. Chaque fois que vous remarquez que votre voix intérieure devient critique ou dure envers vous-même, arrêtez-vous, prenez une respiration et remplacez consciemment cette voix critique par une voix bienveillante. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je suis tellement nul, je n'y arriverai jamais », arrêtez-vous et dites-vous plutôt « je fais de mon mieux avec les ressources que j'ai, c'est normal de trouver ça difficile, je vais y aller pas à pas ». Si vous vous regardez dans le miroir et que vous pensez « je suis vieille et moche », arrêtez-vous et dites-vous plutôt « ce corps m'a porté pendant toutes ces années, il mérite mon respect et ma gratitude, je vais en prendre soin avec amour ». Au début, ça va vous sembler artificiel, mais avec la pratique, cette voix bienveillante va devenir de plus en plus naturelle et elle va transformer radicalement votre expérience de vous-même et de la vie. Maintenant, je vais aborder une question que beaucoup d'entre vous se posent probablement. Par où commencer ? Comment mettre en place ces 9 habitudes sans se sentir complètement dépassé? C'est une excellente question parce que l'erreur que font la plupart des gens quand ils veulent changer leur vie, c'est qu'ils essayent de tout faire en même temps, ils se fixent des objectifs trop ambitieux et résultat, ils s'épuisent et abandonnent au bout de quelques semaines. Ne faites pas cette erreur. Je veux que vous choisissiez une seule habitude, celle qui résonne le plus en vous, celle qui vous semble la plus accessible ou la plus urgente, et que vous vous concentriez uniquement sur celle-là pendant au moins un mois. Intégrez-la vraiment dans votre vie quotidienne, faites-en une routine automatique, et seulement quand cette première habitude est bien installée, ajoutez-en une deuxième. Progressivement, sur plusieurs mois, vous allez tisser ces 9 habitudes dans le tissu de votre vie et elles vont devenir aussi naturelles que de vous brosser les dents. C'est cette approche progressive et bienveillante qui fonctionne sur le long terme, pas les grands changements spectaculaires qui ne durent jamais. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose d'absolument crucial. Quelque chose qui va déterminer si vous allez réellement mettre en place ces habitudes ou si vous allez juste écouter cette vidéo, vous sentir inspiré pendant quelques heures et puis retourner à vos anciens schémas. Ce quelque chose, c'est votre environnement social. Les recherches en psychologie sociale sont absolument claires sur ce point. Nous sommes profondément par les personnes qui nous entourent. Si vous êtes entouré de personnes résignées qui se plaignent constamment de leur âge et de leur santé, qui ont abandonné tout effort pour prendre soin d'elles, il va être extrêmement difficile pour vous de maintenir votre motivation et votre engagement. Par contre, si vous vous entourez de personnes qui, elles aussi, cherchent à vivre pleinement, qui prennent soin d'elles, qui ont des projets et des rêves, leur énergie va vous porter et vous inspirer. Alors faites très attention à votre
environnement social, choisissez consciemment de passer plus de temps avec les personnes qui vous élèvent et moins de temps avec celles qui vous tirent vers le bas. Et si vous ne connaissez pas de telles personnes dans votre entourage immédiat, allez les chercher, rejoignez des groupes, des associations, des cours où vous allez rencontrer des femmes qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Je veux aussi vous parler d'un phénomène que j'observe très souvent et qui peut saboter complètement vos efforts de transformation. C'est ce que j'appelle le syndrome de la perfection différée. Beaucoup de femmes se disent qu'elles vont commencer à prendre soin d'elles quand elles auront perdu du poids ou quand elles auront plus de temps ou quand leur situation financière sera meilleure ou quand leurs petits-enfants seront plus grands. Elles attendent le moment parfait pour commencer et bien sûr ce moment parfait n'arrive jamais. Écoutez-moi bien, il n'y aura jamais de moment parfait, il y aura toujours des obstacles, des contraintes, des raisons de reporter. Le seul moment que vous avez, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est imparfait, c'est compliqué, mais c'est tout ce que vous avez. Alors commencez maintenant, même si c'est imparfait, même si vous ne pouvez faire que 5 minutes par jour, même si votre situation n'est pas idéale. Commencez avec ce que vous avez là où vous êtes et construisez progressivement à partir de là. Et puis il y a une autre résistance que je veux adresser, c'est cette idée que prendre soin de vous, vous donner la priorité, c'est de l'égoïsme. Surtout si vous avez des personnes qui dépendent de vous, des parents âgés, des petits-enfants dont vous vous occupez. Laissez-moi vous dire quelque chose de très clair. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous êtes épuisé, déprimé, malade, comment allez-vous pouvoir prendre soin des autres ? Prendre soin de vous n'est pas de l'égoïsme, c'est une condition nécessaire pour pouvoir donner aux autres de manière durable et joyeuse. Quand vous prenez soin de vous, quand vous maintenez votre vitalité et votre joie de vivre, vous êtes tellement plus présente, plus patiente, plus aimante avec les autres. Vous devenez un modèle inspirant au lieu d'être un exemple de sacrifice et de résignation. Alors s'il vous plaît, débarrassez-vous de cette culpabilité toxique et donnez-vous la permission de vous mettre en priorité, au moins pour une partie de votre temps et de votre énergie. Maintenant, je veux partager avec vous quelque chose de très personnel, quelque chose que je ne raconte pas souvent, mais qui, je pense, peut vous aider à comprendre pourquoi ce sujet me tient tellement à cœur. Quand j'étais jeune psychiatre, j'ai vu ma propre mère se faner progressivement après la cinquantaine. C'était une femme brillante, belle, pleine de vie, mais elle a complètement intériorisé ce message que son rôle était terminé une fois que ses enfants étaient partis. Elle s'est laissée aller, elle a abandonné ses passions, elle s'est enfermée dans une routine mortellement ennuyeuse et j'ai vu cette lumière s'éteindre progressivement dans ses yeux. J'ai vu cette femme magnifique devenir une ombre d'elle-même, non pas à cause d'une maladie ou de circonstances tragiques, mais simplement à cause de cette résignation, de cette acceptation passive du déclin. Ça m'a brisé le cœur et ça a aussi été l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de me spécialiser dans l'accompagnement des personnes qui veulent vieillir autrement, qui refusent cette fatalité. Je ne veux pas que d'autres femmes vivent ce que ma mère a vécu. Je ne veux pas que vos filles et vos petites-filles vous voient vous résigner et pensent que c'est ça l'avenir qui les attend. Je veux que vous soyez des modèles de vitalité, de joie, de beauté à tout âge. Et maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Savez-vous quelle est la qualité que les hommes de tous âges trouvent la plus attractive chez une femme ? Ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas un corps parfait, ce n'est pas un visage sans rides. C'est la vitalité, c'est cette énergie de vie, cette joie, cette présence, cette confiance en soi. J'ai interrogé des centaines d'hommes dans mes recherches et mes consultations et encore, ils me disent la même chose. Ils sont attirés par les femmes qui sont vivantes, qui ont des passions, qui prennent soin d'elles, qui rayonnent, peu importe leur âge. Une femme de 60 ans qui a cette vitalité est infiniment plus attractive qu'une femme de 30 ans qui est éteinte, résignée, déconnectée d'elle-même. Alors arrêtez de croire que votre valeur diminue avec l'âge, c'est un mensonge. Votre valeur peut même augmenter si vous cultivez ces qualités essentielles que sont la présence, la bienveillance, la sagesse, la vitalité. Je veux aussi aborder un sujet délicat mais important, celui de votre apparence physique. Beaucoup de femmes tombent dans l'un de ces deux extrêmes, soit elles deviennent obsédées par leur apparence et multiplient les interventions esthétiques dans une course perdue d'avance contre le temps, soit elles abandonnent complètement tout effort et se laissent aller. Ni l'un ni l'autre de ces extrêmes n'est sain. La voie du milieu, c'est de prendre soin de votre apparence avec bienveillance et mesure, non pas pour nier votre âge ou ressembler à une femme de 30 ans, mais pour être la plus belle version de vous-même à l'âge que vous avez.
Cela signifie avoir une bonne hygiène de vie, prendre soin de votre peau, vous habiller d'une manière qui vous met en valeur, vous coiffer, vous maquiller si vous en avez envie. Mais tout cela dans un esprit de célébration de qui vous êtes. Pas de guerre contre le temps qui passe. Les rides peuvent être belles si elles sont les traces d'une vie bien vécue, d'un visage qui a beaucoup souri et beaucoup aimé. Assumez votre âge avec fierté tout en prenant soin de vous avec amour. Maintenant, je veux vous donner un outil très puissant qui va vous aider à maintenir votre motivation sur le long terme. C'est ce que j'appelle la visualisation de votre futur moi. Je veux que vous preniez un moment pour fermer les yeux et imaginer très précisément qui vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans, comment voulez-vous vous sentir dans votre corps. Quelle énergie voulez-vous avoir? Quelles activités voulez-vous faire? Quelles relations voulez-vous avoir? Comment voulez-vous que les gens vous perçoivent? Créer une image très vivante, très détaillée de ce futur moi idéal. Et maintenant, chaque fois que vous devez faire un choix, que ce soit de manger ce gâteau ou cette salade, de rester sur le canapé ou d'aller marcher, de ruminer ou de méditer, demandez-vous quel choix le futur moi que je veux devenir ferait-il? Ce simple outil de visualisation peut transformer radicalement vos décisions quotidiennes parce qu'il vous connecte à une vision plus grande, à un but qui dépasse la gratification immédiate. Je veux aussi vous parler de l'importance de célébrer vos progrès, même les plus petits. Notre culture nous a appris à toujours regarder ce qui manque, ce qui n'est pas encore parfait, à nous focaliser sur nos échecs plutôt que sur nos réussites. Cette tendance est absolument toxique pour votre motivation. Je veux que vous preniez l'habitude, chaque soir avant de vous coucher, de noter 3 choses que vous avez bien faites dans la journée, 3 petites victoires, même minuscules. Peut-être que vous avez fait vos 5 minutes d'étirement, peut-être que vous avez mangé consciemment un repas, peut-être que vous êtes parlé avec bienveillance au lieu de vous critiquer, peut-être que vous avez appelé une amie. Notez ces petites victoires et prenez un moment pour vraiment les savourer, pour vous féliciter. Cette pratique va progressivement reprogrammer votre cerveau pour voir vos progrès au lieu de vos manques et va créer un cercle vertueux de motivation et de confiance en vous. Et maintenant, je veux aborder quelque chose qui est absolument crucial, mais dont personne ne parle jamais. C'est la question de votre relation au temps. Beaucoup de femmes de votre âge ont cette sensation que le temps accélère, que les années passent de plus en plus vite, et cette sensation crée une sorte de panique, un sentiment d'urgence désespéré ou au contraire une résignation fataliste. Mais savez-vous pourquoi le temps semble accélérer avec l'âge? C'est parce que vous vivez de moins en moins de nouveautés, de moins en moins d'expériences qui marquent votre mémoire. Quand vous étiez enfant ou jeune adulte, tout était nouveau. Chaque expérience créait des souvenirs riches et donc le temps semblait plus long. Mais quand vous vivez dans la routine, quand chaque jour ressemble au précédent, votre cerveau n'encode plus vraiment ces expériences. La solution, introduire régulièrement de la nouveauté dans votre vie. Faites des choses que vous n'avez jamais faites. Allez dans des endroits où vous n'êtes jamais allé, rencontrez de nouvelles personnes, apprenez de nouvelles compétences. Cette nouveauté va non seulement ralentir votre perception du temps, mais aussi maintenir votre cerveau jeune et plastique. Alors sortez de votre routine, osez l'inconnu, embrassez la nouveauté. Je veux aussi vous parler d'un piège dans lequel tombent beaucoup de femmes et qui peut complètement saboter leur transformation. C'est le piège de la comparaison. Vous voyez sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage des femmes qui semblent avoir tout réussi, qui paraissent 20 ans de moins que leur âge, qui ont une vie sociale brillante, et vous vous comparez à elles et vous vous sentez nul, inadéquate. Écoutez-moi bien. Cette comparaison est non seulement toxique, mais aussi complètement biaisée. Vous comparez votre réalité intérieure avec tous vos doutes et vos difficultés que vous seul connaissez à l'apparence extérieure des autres, à l'image soigneusement construite qu'ils montrent au monde. C'est comme comparer des pommes et des oranges, ça n'a aucun sens. La seule comparaison valable, c'est avec vous-même. Êtes-vous aujourd'hui un peu plus vivante, un peu plus bienveillante envers vous-même que vous l'étiez hier, la semaine dernière, le mois dernier?
Votre chemin est unique, votre rythme est le vôtre. Arrêtez de vous mesurer aux autres et concentrez-vous sur votre propre croissance. Maintenant, je veux partager avec vous quelque chose que j'ai observé chez toutes les femmes qui ont réussi à transformer leur vieillissement, qui rayonnent à 60 ans et au-delà. Elles ont toutes un point commun et ce n'est ni la génétique, ni l'argent, ni la chance. C'est une décision, un engagement profond envers elles-mêmes. À un moment donné, elles ont dit « ça suffit, je refuse de me résigner, je refuse de devenir invisible, je refuse d'abandonner ma vie ». Et à partir de cette décision, elles ont agi, pas parfaitement, pas sans rechute, mais elles ont agi jour après jour, choix après choix. Cette décision, cet engagement, c'est ce qui fait toute la différence. Alors je vous pose la question maintenant, êtes-vous prête à prendre cette décision? Êtes-vous prête à vous engager envers vous-même, à dire que vous méritez de vivre pleinement, de rayonner, d'être désiré et respecté, peu importe votre âge? Si la réponse est oui, alors tout devient possible. Si la réponse est non ou je ne sais pas, alors demandez-vous pourquoi, qu'est-ce qui vous retient, quelle peur, quelle croyance limitante vous empêche de vous donner cette permission. Je veux aussi aborder la question du soutien professionnel parce que parfois, malgré toute votre bonne volonté, vous avez besoin d'aide pour transformer certains aspects de votre vie. Si vous vous sentez vraiment déprimé, si vous avez des traumatismes non résolus, si vous êtes dans une relation toxique dont vous n'arrivez pas à sortir, n'hésitez pas à consulter un psychothérapeute. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence et de courage. La thérapie peut vous aider à débloquer des schémas profonds qui sabotent votre bien-être depuis des années. De même, si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin, faites les examens nécessaires, prenez soin de votre corps avec l'aide de professionnels compétents. Ces 9 habitudes dont je vous ai parlé sont puissantes, mais elles ne remplacent pas un suivi médical approprié quand c'est nécessaire. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui va peut-être vous sembler paradoxal, mais qui est absolument essentiel. Pour vraiment bien vieillir, vous devez accepter le vieillissement. Je ne parle pas de résignation, je parle d'acceptation. Et c'est très différent. L'acceptation, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la nier ni la combattre inutilement. Oui, votre corps change, oui, vous avez des rides, oui, vous n'avez plus 20 ans et c'est normal, c'est naturel, c'est humain. La guerre contre le vieillissement est une guerre perdue d'avance qui ne génère que souffrance et frustration. Par contre, l'acceptation bienveillante du vieillissement, combinée à une action sage pour maintenir votre vitalité, c'est la voie de la sérénité et de la beauté authentique. Vous pouvez à la fois accepter vos rides et prendre soin de votre peau, accepter que votre corps a changé et le maintenir fort et souple, accepter votre âge et continuer à séduire, à être désiré. Ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Je veux aussi vous parler de l'importance de la gratitude, une pratique que les recherches en psychologie positive ont montré être l'une des plus puissantes pour le bien-être et la santé. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître et apprécier ce que vous avez, votre santé même imparfaite, votre famille, vos amis, un toit au-dessus de votre tête, la nourriture dans votre assiette, la beauté d'un coucher de soleil. Cette pratique peut sembler simpliste, mais elle transforme littéralement votre cerveau, elle vous sort du mode de manque et de plainte pour vous mettre dans un mode d'abondance et d'appréciation. Et devinez quoi, les personnes reconnaissantes sont tellement plus attractives et agréables à fréquenter que les personnes qui se plaignent constamment. La gratitude vous rend plus heureuse et aussi plus désirable. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup d'entre vous se posent probablement. Combien de temps faut-il pour voir des résultats si je mets en place ces habitudes ? Et c'est une question légitime parce que nous vivons dans une culture de la gratification immédiate où on veut tout de suite. La vérité, c'est que certains changements, vous allez les sentir très rapidement, parfois en quelques jours. Par exemple, si vous commencez à méditer et à bouger consciemment, vous allez sentir une différence dans votre niveau de stress et votre énergie en quelques jours seulement. D'autres changements prendront plus de temps, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Par exemple, les effets sur votre poids, votre peau, votre tonus musculaire vont se manifester progressivement sur plusieurs mois et certains changements les plus profonds, ceux qui concernent votre personnalité, votre confiance en vous, votre rayonnement, vont se déployer sur des années,
Mais voici ce que je peux vous promettre, chaque jour où vous pratiquez ces habitudes est un jour où vous investissez dans votre futur, où vous créez les conditions de votre vitalité et de votre bonheur. Et ces investissements s'accumulent, se composent, créent un effet boule de neige qui devient de plus en plus puissant avec le temps. Je vais aussi vous parler de l'importance de la flexibilité et de l'adaptation. Ces 9 habitudes ne sont pas un dogme rigide que vous devez suivre à la lettre sous peine d'échec. Ce sont des principes directeurs que vous devez adapter à votre situation unique, à votre personnalité, à vos contraintes. Peut-être que pour vous, le mouvement conscient, ce sera de la natation plutôt que du yoga. Peut-être que votre ikigai, ce sera la peinture plutôt que le bénévolat. Peut-être que votre pratique de pleine conscience, ce sera le jardinage plutôt que la méditation assise. L'important, c'est l'esprit, pas la forme exacte. Soyez créative, expérimentez, trouvez ce qui fonctionne pour vous et surtout, soyez bienveillante avec vous-même quand ça ne marche pas parfaitement. La perfection n'existe pas, ce qui existe c'est une pratique imparfaite mais régulière qui s'améliore progressivement. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est peut-être le plus important de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est la question du sens, de la raison profonde pour laquelle vous voulez mettre en place ces habitudes. Si votre seule motivation c'est de plaire aux hommes ou de prouver quelque chose aux autres, cette motivation ne tiendra pas sur le long terme. Par contre, si votre motivation profonde, c'est de vous sentir vivante, de profiter pleinement de ces années précieuses qui vous restent, de devenir la meilleure version de vous-même, de laisser un héritage positif, alors cette motivation va vous porter même dans les moments difficiles. Alors je vous invite à prendre un moment pour vraiment clarifier votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous transformer votre vieillissement? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quelles sont vos valeurs profondes? Et connectez-vous régulièrement à ce pourquoi, surtout quand votre motivation faiblit. Je veux terminer en vous racontant une dernière histoire, celle d'une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années lors d'une conférence. Elle s'appelait Simone, elle avait 68 ans et elle rayonnait d'une tranquillité et d'une joie de vivre contagieuse. À la fin, je suis allé la voir et je lui ai demandé son secret. Elle m'a souri et m'a dit « Christophe, il n'y a pas de secret ». J'ai simplement arrêté de compter les années et j'ai commencé à faire que les années comptent. J'ai remplacé la peur de vieillir par la curiosité de grandir. Elle m'a expliqué qu'elle avait commencé le yoga à 65 ans, qu'elle apprenait l'italien et qu'elle passait ses mercredis à lire des histoires aux enfants de son quartier. Elle n'essayait pas d'être jeune, elle était pleinement, magnifiquement vivante. Simone n'est pas une exception. Elle est la preuve vivante de ce qui est possible lorsque l'on décide de ne plus subir le temps, mais de l'habiter pleinement. Elle est la promesse de ce qui vous attend. Ces 9 habitudes ne sont pas une formule magique pour effacer les rides ou arrêter les horloges. Ce sont des clés pour ouvrir la porte d'une nouvelle façon d'être, une façon d'être où l'âge n'est plus un déclin, mais une accumulation de sagesse, de liberté et de profondeur. C'est un chemin pour transformer la seconde moitié de votre vie, non pas en une salle d'attente, mais en la scène de votre plus grand épanouissement. Alors, ma question pour vous aujourd'hui est simple. Quelle est la première petite action que vous allez poser dès aujourd'hui pour commencer à danser avec le temps plutôt que de lutter contre lui? Quelle est la première habitude que vous allez inviter dans votre vie? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Non pas pour moi, mais pour vous. Pour poser un acte d'engagement envers vous-même. Et pour inspirer les autres femmes de cette merveilleuse communauté qui, comme vous, ont décidé que le meilleur était à venir. N'oubliez jamais, le plus beau chapitre de votre vie n'est pas celui que vous avez déjà lu. C'est celui que vous êtes en train d'écrire maintenant. Alors, prenez votre plus belle plume et faites-en un chef-d'œuvre.